Certains choix de rénovation sont magnifiques sur Instagram. Mais une fois que vous vivez avec, ils vous coûtent de l'argent, du confort et parfois de vrais regrets. Aujourd'hui, je vous montre 10 choix de rénovation et de décoration qui semblent être une excellente idée. Jusqu'au jour où on les subit au quotidien. Et si vous êtes propriétaire ou si vous envisagez de rénover un logement, cette vidéo peut vous éviter des erreurs qui coûtent des milliers d'euros. Bienvenue sur Déco Malin. Ici, on parle de décoration et de rénovation intelligente. Pensez pour la vraie vie, pas pour Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma nouvelle chaîne YouTube. Parce qu'ici, chaque vidéo est faite pour vous éviter des regrets, améliorer votre confort et protéger la valeur de votre bien. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le pire choix de rénovation que vous ayez déjà vu. On commence. Premier choix de rénovation à éviter absolument, les étagères ouvertes en cuisine. Sur Instagram, c'est magnifique. Des assiettes blanches parfaitement alignées, 2 ou 3 bols en céramique, un petit livre de cuisine, une plante verte. Tout semble calme, propre, minimaliste. Mais ça, c'est une cuisine qui n'existe que sur les photos. Dans la vraie vie, une cuisine a sa vie. On cuisine, on fait des éclaboussures, il y a de la vapeur, de la graisse, de la poussière, et tout ce qui est à l'air libre finit par se déposer sur vos étagères. Résultat, vous lavez vos assiettes avant même de les utiliser. Les verres prennent la poussière. Les bols collent légèrement au toucher. Et si vous cuisinez vraiment, l'odeur et le gras s'installent partout. Autre problème. Très peu de gens ont une vaisselle parfaitement assortie. Au début, ça passe. Puis vous rajoutez une assiette, un mug différent, un bol d'une autre couleur, et très vite, votre cuisine ressemble plus à une étagère de garage qu'à une photo Pinterest. Sans parler de l'entretien. Une cuisine avec des étagères ouvertes demande un nettoyage constant, beaucoup plus qu'avec des placards fermés. Et c'est exactement pour cette raison que, dans la majorité des logements, ce choix est regretté après quelques mois. La solution n'est pas d'interdire totalement les étagères ouvertes, mais de les utiliser avec intelligence. 1 ou 2 étagères maximum, pour de l'objet décoratif, pas pour du rangement quotidien. Les placards fermés existent pour une bonne raison. Ils protègent, ils masquent le désordre, et ils rendent la cuisine beaucoup plus agréable à vivre sur le long terme. Deuxième choix de rénovation qui semble malin sur le papier, mais qui pose énormément de problèmes au quotidien. Les îlots de cuisine surdimensionnés. Aujourd'hui, tout le monde veut un grand îlot. C'est devenu un symbole. Cuisine moderne, espace convivial, coin repas, zone centrale de la maison, mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est la circulation. Un îlot trop grand, dans une cuisine pas assez large, casse complètement le fonctionnement de la pièce. Pour qu'un îlot soit confortable, il faut suffisamment d'espace autour. Pas à peu près, pas en forçant un peu. Il faut de l'espace réel. Quand ce n'est pas le cas, chaque geste devient pénible. On ouvre le lave-vaisselle et plus personne ne peut passer. On ouvre le réfrigérateur et tout est bloqué. 2 personnes dans la cuisine et ça devient un parcours d'obstacles. Avec des enfants, c'est encore pire. On se cogne, on contourne, on se faufile. La cuisine devient un lieu stressant au lieu d'être pratique. Autre erreur fréquente, les îlots coupés en 2 blocs séparés par un passage. Sur le plan, ça paraît malin. Dans la réalité, vous perdez un plan de travail continu. Vous marchez plus, vous vous gênez plus, et vous gagnez surtout de la fatigue inutile. Un îlot doit faciliter la vie, pas la compliquer. Avant de choisir la taille d'un îlot, il faut se poser une seule question. Comment j'utilise ma cuisine tous les jours ? Est-ce que je cuisine vraiment ? Est-ce que je reçois souvent ? Est-ce que les enfants circulent beaucoup ? Est-ce que plusieurs personnes cuisinent en même temps ? Dans beaucoup de logements, un îlot plus petit, bien proportionné, est largement plus agréable à vivre qu'un immense bloc posé au milieu pour faire joli. Encore une fois, ce qui fonctionne sur un plan ou sur une photo n'est pas toujours ce qui fonctionne dans la vraie vie. Et c'est exactement ce type de choix que l'on regrette une fois les travaux terminés, quand il est trop tard pour revenir en arrière. Troisième choix de rénovation qui paraît élégant, mais qui devient très vite une contrainte. Les portes de placard vitrées. Sur le papier, c'est chic. Ça allège la cuisine. Ça donne une impression de profondeur. Ça fait plus haut de gamme. Mais dans la vraie vie, le verre est impitoyable. La première chose que l'on remarque, ce sont les traces. Les empreintes de doigts, les marques, les projections d'eau, les traces de chiffon mal passées. Et contrairement à ce que l'on imagine, ce n'est pas occasionnel. C'est permanent. Le verre se salit vite, très vite. Deuxième problème, tout ce qu'il y a derrière devient visible. Et ça, peu de gens l'anticipent de vraiment. Derrière une porte vitrée, tout doit être parfait. Vaisselle assortie, objets bien rangés. Aucune accumulation, aucun mélange. Sinon, ce qui devait faire élégant donne immédiatement une impression de désordre. Un désordre visible, amplifié, mis en vitrine. Avec des enfants, c'est encore plus compliqué.
Les portes sont touchées en permanence, les verres sont sortis, reposés, déplacés, et le moindre manque d'homogénéité saute aux yeux. Il y a aussi un aspect rarement évoqué, le coût. Une porte de placard vitré coûte plus cher qu'une porte pleine. Et quand elle casse ou se fissure, le remplacement est bien plus onéreux. Un seul coup un peu trop fort, même avec des charnières à fermeture douce. Et vous vous retrouvez à remplacer un panneau entier. La solution, là encore, n'est pas d'interdire totalement le verre, mais de l'utiliser avec parcimonie. Un ou deux meubles hauts pour exposer quelques objets, pas toute une cuisine. Dans la majorité des logements, des façades pleines sont plus pratiques, plus durables et beaucoup plus faciles à vivre au quotidien. Quatrième choix de rénovation qui fait rêver, mais qui déçoit énormément à l'usage. Le marbre en plan de travail. Le marbre est magnifique. Personne ne dira le contraire. C'est noble, c'est naturel, c'est intemporel sur le papier. Mais le marbre est l'un des matériaux les moins adaptés à une cuisine. Il est poreux, il marque, il s'use, et surtout, il réagit chimiquement. Un simple citron, un peu de vinaigre, du vin, une sauce tomate, et vous obtenez une trace définitive. Ce ne sont pas des taches, ce sont des brûlures chimiques. Le marbre se matifie, il perd son aspect lisse, et ça ne se rattrape pas avec un chiffon. Beaucoup de propriétaires découvrent ce problème trop tard. Après quelques semaines, après un dîner, après un accident banal, résultat, un plan de travail très cher, qui vieillit mal, et qui oblige à vivre avec une vigilance permanente. On finit par faire attention à tout, on pose des dessous de plats partout, on nettoie immédiatement, on stresse. Un matériau ne devrait pas imposer ce niveau de contrainte dans une pièce utilisée tous les jours. Aujourd'hui, il existe des alternatives bien plus adaptées. Des quartz, des céramiques, des matériaux qui imitent parfaitement le marbre, sans ses inconvénients, même esthétiques. Beaucoup moins d'entretien et une durabilité bien supérieure. Dans un logement, surtout en France, un plan de travail doit être pratique avant d'être spectaculaire. Sinon, ce qui devait être un luxe devient une source de frustration quotidienne. Cinquième choix de rénovation qui semble luxueux, mais qui est presque toujours regretté. Les baignoires balnéo et les baignoires âgées. Sur le papier, c'est le summum du confort. Un bain relaxant, des bulles, un moment pour soi, une salle de bain façon spa. Dans la réalité, c'est tout autre chose. D'abord, ces baignoires sont énormes. Elles prennent beaucoup de place. Elles coûtent cher et elles sont très rarement utilisées. Remplir une baignoire balnéo prend du temps, beaucoup de temps, souvent plus de 15 ou 20 minutes. Et une fois remplie, il faut encore nettoyer les buses régulièrement. Car oui, c'est un point dont on parle très peu. Les jets s'encrassent, de l'eau stagne, des résidus s'accumulent à l'intérieur du système. Il suffit de rallumer les jets après quelques semaines sans utilisation pour voir ressortir des dépôts peu rassurants. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'a vraiment envie de s'y baigner. Autre problème, le bruit. Les pompes sont bruyantes, peu compatibles avec un moment de détente, encore moins quand d'autres personnes sont dans le logement. Dans la majorité des cas, ces baignoires deviennent un objet inutile. Elles servent à poser des serviettes, à stocker des jouets, ou simplement à occuper de l'espace. Et lors d'une revente, c'est souvent l'un des premiers éléments que les acheteurs veulent remplacer. Ce qui devait être un atout devient un point négatif. Si l'objectif était la détente, il existe des solutions beaucoup plus simples. Une baignoire classique, ou mieux encore, une douche bien conçue, avec une belle robinetterie, un bon éclairage, un espace confortable. Ce qui compte, ce n'est pas la technologie, c'est l'usage réel. Sixième choix de rénovation très en vogue sur les réseaux, mais extrêmement peu utilisé dans la vraie vie. Les baignoires îlots placées au centre de la salle de bain. Visuellement, c'est spectaculaire. C'est souvent la pièce maîtresse des photos. Une baignoire posée comme une sculpture au milieu de la pièce. Mais au quotidien, c'est l'un des choix les moins pratiques qui existent. Ces baignoires prennent énormément de place. Elles obligent à sacrifier du rangement, elles compliquent la circulation. Et elles rendent l'aménagement global beaucoup moins fonctionnel. Autre point rarement anticipé, le nettoyage. Il faut nettoyer tout autour, derrière, en dessous, des zones difficiles d'accès qui accumulent rapidement poussière et humidité. Et surtout, elles sont très peu utilisées. La plupart des gens prennent des douches rapides, pratiques, adaptées au rythme de vie actuel. Une baignoire placée au centre devient donc un objet décoratif. Cher, encombrant et rarement utilisé. Dans beaucoup de logements, notamment en France, cet espace serait bien mieux exploité autrement. Une grande douche confortable, un meuble double vasque avec du rangement, un espace plus simple, plus fonctionnel, plus durable. Encore une fois, ce qui fait une belle photo ne fait pas forcément une salle de bain agréable à vivre. Et c'est exactement ce type de choix que l'on regrette après quelques mois, quand l'effet « waouh »
a disparu et qu'il ne reste que les contraintes. 7e choix de rénovation très populaire, mais souvent source de regrets. L'open space sans aucune pièce fermée. Pendant longtemps, ouvrir les espaces a été présenté comme la solution idéale. Plus de lumière, plus de volume, une impression de modernité. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Un logement entièrement ouvert pose un problème majeur, le bruit. Tout circule, les sons, les odeurs, les conversations, la télévision, la cuisine, les appels, les enfants. Il n'y a plus de séparation, plus de refuge, plus d'endroits calmes, et c'est un point que beaucoup de propriétaires découvrent trop tard, quand ils doivent travailler à la maison, quand les enfants font leurs devoirs, quand quelqu'un regarde la télévision pendant qu'un autre cuisine. Sans porte, il n'y a plus de coupure. Tout se mélange, et ce qui devait être convivial devient rapidement fatigant. Un open space peut fonctionner, mais à une condition essentielle, avoir au moins une pièce qui ferme. Un bureau, un salon secondaire, même une petite pièce polyvalente. Cette porte devient précieuse. On ne s'en rend compte que lorsqu'on ne l'a pas. Dans les grands logements, avec plusieurs zones bien distinctes, l'open space est plus facile à vivre. Mais dans un logement de taille moyenne, ce choix peut transformer le quotidien en source de tension permanente. Avant de casser des cloisons, il faut se poser une question simple. Comment va-t-on vivre ici tous les jours ? La lumière et l'espace sont importants, mais le calme et l'intimité le sont tout autant. 8e choix de rénovation qui séduit énormément au départ, mais qui vieillit très mal. Les carrelages très marqués et les motifs forts, les carreaux à motifs, les formes géométriques, les contrastes très prononcés. Tout cela attire l'œil et crée un effet immédiat. Sur les photos, c'est spectaculaire. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Un carrelage très marqué fatigue rapidement le regard, il prend toute la place visuellement. Et il impose le reste de la décoration. Changer un mur, une peinture, un meuble, c'est relativement simple. Changer un carrelage, c'est lourd, c'est coûteux. Et c'est souvent irréversible à court terme. Ce type de choix enferme le logement dans une ambiance très précise. Et dès que les goûts évoluent, le sol devient un problème. Autre point important, à la revente, un carrelage trop marqué divise. Ce que certains adorent, d'autres le détestent. Et un acheteur qui n'aime pas se projette beaucoup moins facilement. Les sols doivent durer, ils doivent traverser le temps. Et surtout, ils doivent laisser de la liberté pour le reste de l'aménagement. Les carrelages trop forts attirent l'attention au début. Mais ce sont souvent ceux que l'on regrette le plus sur le long terme. Dans un logement, la neutralité est souvent un avantage. Pas un manque de personnalité, mais une base saine sur laquelle on peut évoluer. 9e choix de rénovation souvent sous-estimé. Sacrifier le rangement pour l'esthétique. C'est une erreur très fréquente. On supprime des placards, on réduit les rangements, on privilégie les lignes épurées, les murs vides, les meubles minimalistes. Sur le moment, le résultat paraît plus léger, plus moderne, plus design. Mais très rapidement, le manque de rangement se fait sentir. Les objets n'ont plus de place. Ils s'accumulent ailleurs. Sur les plans de travail, sur les meubles, dans des zones non prévues pour ça. Et ce qui devait être un intérieur épuré devient un intérieur encombré. Pas parce que les occupants sont désordonnés, mais parce que le logement n'est pas adapté à la vie réelle. Un logement doit absorber le quotidien. Les vêtements, les chaussures, les sacs, les papiers, les objets du quotidien. Quand le rangement manque, le stress augmente, on range moins bien. On perd du temps et l'espace devient moins agréable à vivre. Un intérieur réussi n'est pas un intérieur vide. C'est un intérieur qui sait cacher intelligemment ce qui ne doit pas être visible. Les rangements discrets, bien intégrés, fonctionnels, sont presque toujours un meilleur investissement que des choix purement esthétiques. 10e choix de rénovation qui pose souvent problème. Les rénovations trop personnalisées. Choisir une décoration qui nous plaît est normal, mais certains choix vont trop loin. Couleurs très marquées, matériaux très spécifiques, agencements atypiques, solutions irréversibles. Sur le moment, cela correspond parfaitement au goût du propriétaire. Mais les goûts évoluent, les besoins changent et surtout, un logement n'est pas toujours occupé à vie par la même personne. Lors d'une revente, ces choix deviennent un frein. Les acheteurs ont du mal à se projeter. Ils voient le coût pour revenir à quelque chose de plus neutre. Et cela impacte directement la valeur du bien. Plus un logement est personnalisé de manière irréversible, plus il se ferme à une partie des acheteurs. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout rendre impersonnel. Mais les éléments lourds et coûteux doivent rester sobres. Les sols, les cuisines, les salles de bain, les cloisons, la personnalité peut s'exprimer ailleurs. Dans le mobilier, la décoration, les objets,
ce qui peut être changé facilement. Un bon choix de rénovation, c'est un choix qui respecte à la fois votre quotidien actuel et la valeur future de votre logement. Conclusion. Il y a une grande différence entre un logement qui se montre bien et un logement dans lequel on vit bien. Les tendances passent, les photos restent, mais le quotidien, lui, revient tous les jours. Avant de rénover, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que ce choix va vraiment me simplifier la vie? Ou est-ce qu'il va finir par me compliquer le quotidien? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne d'Eco Malin. Ici, chaque vidéo est pensée pour vous éviter des erreurs coûteuses, améliorer votre confort et protéger la valeur de votre logement. Pensez aussi à liker cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à se développer. Et dites-moi en commentaire, quel est le choix de rénovation que vous regrettez le plus? Ou celui que vous ne feriez jamais? Une deuxième partie arrive très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.